Eh bien les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai. Aujourd'hui, on teste une MGB Sebring de 71, une des 6 produites. C'est parti. After a pace lap tour of the 5.2-mile road course, 68 cars are ready for the 20th running of the Sebring 12-hour endurance classic. Here the cars reach maximum speed, the fastest ones close to 200 miles an hour. Avant toute chose, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on vous filme justement cette MG Sebring, il est bien de vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de ce modèle, en quoi ça consiste. Donc l'AMG GT Sebring, c'est une voiture qui a été créée pour la compétition. Sebring, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est le nom d'un circuit qui se trouve en Amérique, où se déroulent justement des voitures, des courses d'endurance. Notamment les 12 heures de Sebring. Tout à fait. Et à l'époque, MG sentait qu'il y avait une part de marché à prendre en Amérique, parce que justement les Américains étaient friands de ces roadsters à l'anglaise. Et donc ils ont décidé de s'engager sur les courses d'endurance américaines avec ce modèle, donc la MGB Sebring. Donc c'est une voiture qui a un 4 cylindres avec 2 carbus, qui développe aux alentours de 100 chevaux. Celle-ci est un peu préparée, donc on estime qu'elle est autour des 140 chevaux. Ce qui la différencie justement d'une MG B traditionnelle, comme on a juste ici à ma gauche, c'est principalement le fait que cette caisse soit entièrement en alu. Après, en ce qui concerne justement l'historique, comme je vous en ai parlé un petit peu, on vous mettra un lien en description de notre source qui regroupe justement tout l'historique de cette voiture. Comme ça, vous pourrez justement en savoir un peu plus. Et c'est quelque chose d'assez unique qu'on a ici, parce que voilà, des caisses en alu de MG Sebring, il y en a eu seulement 6 produites. On en a une ici, donc c'est quelque chose d'assez fou. C'est pas une réplique, c'est vraiment une caisse en alu fabriquée par MG pour la compétition. C'est une vidéo en partenariat avec Heritage Motors et V8 Classic. Donc merci à eux de nous prêter aujourd'hui ce véhicule. Vous avez en description le lien vers leur site internet, vers leurs réseaux sociaux si vous voulez aller les suivre. Vous allez voir, il y a plein de beaux véhicules, que des véhicules d'intérêt en vente. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et nous aujourd'hui on s'attarde sur cette MGB. Donc, ce qui la différencie justement d'une MGB normale, traditionnelle, entre guillemets. Civile. Civile, voilà, qui n'est pas faite pour la compétition. Déjà, on voit le capot. Là, on a un capot qui est totalement plat. Ici, le capot est bombé et il laisse place juste ici à une petite bulle où se trouvent justement les carbus. Ensuite, sur la face avant, les feux. Là, on a des feux d'origine. Sur celle-ci, elle a été passée en feu LED. Je trouve qu'en plus en gris comme ça lui va super bien. Donc celle-ci a subi une restauration complète. Elle est vraiment dans un état irréprochable. Donc sur la MGB traditionnelle, on a justement cette calandre-là, avec des lames chromées et un gros pare-choc chromé. Ça se faisait beaucoup à l'époque justement sur les anglaises. Tandis que sur la Sebring, on a simplement une grille sur la calandre. Pas de pare-choc chromé sur le devant, de simples prises d'air. Donc c'est assez sympa, ça lui donne vraiment un look sportif sur la face avant. On remarque aussi les ailes. Donc ici, elles sont beaucoup plus bombées que sur la version standard. Ouais, elles sont c'est hyper larges. impressionnant que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Tandis que sur cette version, c'est plat. c'est plat. On a un liseré
chromé qui fait tout le long de l'auto, qui vient jusqu'à l'arrière. Donc voilà, pour lui accorder un petit côté chic à l'anglaise. L'Opel Speedster, qui est d'ailleurs en vente chez Heritage Motors, donc si vous êtes intéressé. Et ensuite, juste ici, on a le bas de caisse en alu, comme repris voilà, à l'avant. On va parler des jantes aussi. Donc là, on a des jantes MG standard. Voilà, typique de l'époque. Et sur celle-ci, on a les Mini. Donc ça, c'était des jantes qui étaient montées justement sur les Mini à l'époque et qui étaient proposées en option sur les MGB. Et celle-ci est équipée d'un toit ouvrant en cuir. Donc ça, je trouve ça sympa. Celle-ci ne l'a pas. Et après, on va vous faire le tour de l'intérieur. Si vous allez voir, celle-ci, donc je vous l'ai dit, a été totalement restaurée et elle a l'intérieur vraiment magnifique. Alors au niveau de l'intérieur, donc on retrouve celle-ci, pardonnez-moi, a été mise en version homologuée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arceau, il n'y a pas d'harnais, il n'y a pas de ceinture. Enfin, de base, il n'y avait pas de ceinture. Donc elle est en version street légale. Donc voilà, la sellerie a été entièrement refaite donc, chez le même sellier que la Porsche 996. D'ailleurs, c'est le même tissu que la Porsche, sauf que là, on a un liseré vert. Voilà au niveau des sièges. Après, au niveau du volant, donc, on retrouve un volant de grand diamètre qui vient de chez Motolita, revêtu de cuir, donc vraiment une bonne préhension. C'est un volant qui se prend bien en main, c'est bien sympa. Après, vous allez voir à l'essai que la position de conduite, c'est pas l'idéal pour les gens de plus d'1m80. Tout à fait. Ou même pour ta taille, les gens plus petits. Mais même pour moi, c'était pas top. Les gens d'1m40 non plus. Et donc après, au niveau de la boîte de vitesse, donc on est sur une boîte 4. Classique, avec le petit bouton comme les camions pour activer l'overdrive, donc une sorte de 4e longue. Et puis après, voilà, que dire de plus, les places arrière qui sont quasi inexistantes. Ouais, inutiles. Et puis voilà, petit revêtement moquette avec tout un tas d'interrupteurs. Et puis les compteurs, l'essentiel. Donc à gauche, on a l'essence, le contour, la pression d'huile. Le compteur donc, qui est en miles et puis en plus petit en km/h. Et puis après la température directement du moteur. Donc voilà pour l'intérieur. Petite boîte à gants aussi très sympa. Tout à fait. Pour mettre ses gants. À l'époque, c'était vraiment une boîte à gants. Voilà, tu mettais tes gants de pilotage. Ouais. Donc voilà pour cette petite présentation, ce petit tour de l'auto. Et maintenant, on passe. Allez, c'est Lucky. C'est parti. Bon, les amis, c'est parti. Les clés du bonheur. On va démarrer cette MG. Premier démarrage pour moi. Théo l'a déjà conduite jusqu'ici. Parfait. On met le contact, on met le point mort. On embraye. Ça m'a l'air très flaming. Hein. Tu verras que c'est... Mais déjà pour trouver la pédale. En fait, la pédale d'accélérateur est... Et même pratique. Quand tu veux freiner, tu risques d'accélérer à tout moment. Quoi. Bon, bah c'est parti les amis. Alors, je sais pas si on le verra en vidéo, mais c'est très très flaming. C'est un petit de voiture qu'on n'a pas l'habitude de filmer, donc on est un peu perdu. Donc là, on va trouver une station essence. Pourquoi? Pour mettre du benzine. Par contre, sans ceinture, ça fait flipper. Ça fait flipper un peu. Là, on meurt comme des hommes, comme on dit. Mais à l'époque, c'était en option les ceintures. Donc celles-ci, pas obligatoire. Sur celles-ci, elles sont en train d'être installées. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas aujourd'hui. Mais à l'époque, on pouvait les avoir en option. Donc voilà. Bon après, sur celle-là, c'est un modèle particulier. Il n'y avait pas. Oui. En fait, de base, tu avais des arceaux harnais, quoi. Mais voilà, quoi. Les versions civiles n'avaient pas forcément de ceinture. Elle de base n'était même pas homologuée alors. Tout à fait. Allez, c'est parti, on va y aller. Merci. Ouais, ça se conduit à l'ancienne. Hein. Alors, première chose qui nous a un peu dérouté avec Théo, on va fermer les vitres. Ouais.
T'as même pour fermer la vitre, faut Ouais, être un homme. ouais, Hein. ouais. Oh putain! Putain, il fait chaud là déjà. Ouais. Donc première chose qui nous a un peu perturbé avec Théo, c'est la façon dont sont positionnées les pédales. Le frein est vachement plus bas que l'accélérateur. Je vais à droite, À droite, ouais. Alors, pour vous situer, en fait, le pédalier est décalé, donc le frein est là où normalement, je sais plus. Va à gauche là. Le frein est normalement là où on a l'embrayage, donc c'est compliqué. Mais les mecs qui bolidaient là-dedans à l'époque, putain, fallait avoir des coronesses. Hein. Oh là 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 là. Donc ça fait entre 100 et 140 chevaux à peu près. Tu sens que c'est pas folichon quoi. Oui, il faut pas les comparer aux performances actuelles. Mais je pense qu'à l'époque, ça devait vraiment marcher par contre. Bah, faut se mettre à l'époque où tu avais nous la 2 chevaux par exemple qui fait 34 chevaux. 34 chevaux, ouais. C'était le plus gros modèle de la 2 chevaux, de la 4L. Quand tu arrivais avec 140 chevaux, là t'étais voiture MG usine, là t'étais dans un autre monde. Là. Donc sur celle-ci, il y a eu quand même 600 heures de restauration. Donc autant vous dire que c'est colossal. Encore merci à Heritage Motors qui nous la prête. Franchement, c'est exceptionnel de C'est un pouvoir honneur. essayer. Mais t'as vu, ça se conduit bien sinon, Florent. Ouais. Et je me vois pas faire 10 heures de route là-dedans. Non. Oh, en côté passager, oui. Allez. C'est cher, hein, le gasoil. Hein. C'est comme ça qu'ils vont nous convaincre de passer à de l'électrique de merde, tu vois. C'est à cause du litre à 1,70, tu vois. Combien il est là, le 90 le 98 1,69, Le 80. Putain, 1,69. Putain, chez Total, tu le sens quand il y a. Vous avez le ticket, non? Non. Peut-être tu nous as mis des fagots du Seigneur. Hein. T'as vu? Tu te fous de la gueule de mes espadrilles, mais. Pour la petite histoire, les fagots, là, comme tu es en train de te moquer, c'est écologique. Parce qu'à chaque fois que tu achètes une paire de fagots, ils plantent un arbre. T'as vu, on crame des arbres, nous, en roulant en ancienne, mais on achète des fagots. Donc cette voiture, à l'heure actuelle, elle est presque vendue. Donc voilà, elle va peut-être partir à l'étranger des dernières nouvelles. Donc les voitures exclusives comme ça, c'est voué à voyager. J'espère que le futur propriétaire en fera un très très bon usage et qu'il bolidera sec sur les routes. Parce que cette voiture a été produite pour ça, pour bolider, clairement. Et c'est vrai que quand on est habitué à des modernes, c'est compliqué de... Putain, déjà, je cherche le frein à chaque fois que j'ai besoin de freiner. T'en penses quoi, Jimmy, de cet intérieur là, cuir tartan et Il est très pour sympa. les verres. Je vais vous montrer pendant que je suis là. Un petit peu. L'intérieur en route. Donc les rétros, là voilà, je me mets à la vue de Jimmy, donc on voit rien. Même si on règle le rétro, on voit rien. Ah ouais, les rétros, ça va à rien. Le point de vue sécuritaire dans cette voiture, il faut le mettre de côté. On n'a pas de ceinture. La pédale de frein, il faut aller la chercher 1 heure avant de la trouver. On n'a pas de rétro. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. La grande majorité en fait des MG à l'époque étaient surtout vendus aux États-Unis. Ouais, il y avait un gros marché sur les roadsters comme ça aux États-Unis et donc ils ont lancé une course, donc c'était la course de Sebring sur une ancienne base militaire et directement cette course a super bien marché et MG voyant le potentiel marché qu'il y avait aux États-Unis se sont engagés dans un premier temps avec la MG-A qui était la version précédente de celle-ci et ensuite avec la MG-B. Ils ont même fait une MG-C qui était 6 cylindres. 6 cylindres sur une base de MGB. Et donc suite à ça, donc suite à la dernière course, je crois qu'il y a eu lieu en 69, si je ne me trompe pas, d'après l'histoire, MG a décidé carrément de dissoudre l'écurie. Et donc ces voitures-là ont été vendues directement aux États-Unis. Les mécanos de chez MG ont vendu les voitures, leurs pièces. Ils ont vendu le stock de pièces et voilà, les MG ne sont même pas repassés par l'usine. Elles sont restées directement là-bas aux États-Unis. Donc
donc ça paraît un peu dingue. Ouais, les mécanos de l'équipe, en fait, quand ils ont fini le championnat là-bas, sont revenus en Angleterre, à vide, avec juste leurs effets personnels, et ils ont revendu les voitures là-bas sur place, le stock de pièces, enfin tout ce qui était lié à la compétition, ils ont tout revendu là-bas. Et donc celle-ci, alors d'après ce qu'on a compris, après il faudrait vérifier justement sur l'historique, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais celle-ci, d'après ce qu'on a compris, ferait partie justement des deux... Des trois coques. Des 3 coques, voilà, qui ont été revendus à des privés, donc aux États-Unis. Donc après le moteur, on reste quand même sur un 1,8 litre, donc relativement un petit moteur quand même. On prend 6000 tours au niveau du rupteur. C'est pas énorme, hein? C'est pas énorme. Et puis on n'a même pas forcément envie d'y aller, parce qu'à 4000 ça gueule déjà comme je sais pas quoi. Non, c'est une super caisse, non? Ah, j'adore. Tu sens que ça tremble et tout, putain, c'est fantastique. Puis avec Théo, on aime de plus en plus les anciennes. Moi, comme vous le savez peut-être, le Speedster est actuellement en vente. Et je pense qu'après le Speedster, je vais me diriger vers une ancienne. Je ne recherche pas quelque chose qui a beaucoup de chevaux, mais un truc où on a des sensations, où à chaque fois qu'on la prend, on a envie de vivre une aventure et c'est quelque chose de ouf. Et ça, on ne le retrouve pas sur une voiture moderne, tu sais. Non, et puis les sensations, tu les prends bien moins vite, quoi. Ouais. Tu vois, genre ça, c'était une voiture de course à l'époque et là, on a l'impression que ça se traîne, alors qu'à l'époque, putain, c'était monstrueux, quoi. C'est vrai. Et, mais c'est vrai, je te rejoins sur ce côté-là. Maintenant, même avec les limitations, machin, c'est de plus en plus compliqué de rouler fort, on va dire. Et avec une voiture ancienne, t'imagines, tu prends une Mini Cooper ancienne à 90 dans un col, mais t'as l'impression d'arracher, de cravacher, ouais. Quoi. C'est vrai. Là, on suit un magnifique T-Cross. Voilà, ça c'est l'avenir de l'automobile et ça c'est la naissance de l'automobile. Quand on voit vers ce qu'on va, et ben, ça donne envie de taper une grosse marche arrière. Voilà, chaleur qui se dégage, c'est impressionnant. Et ça c'est typique des anciennes, hein, tu te rappelles, on avait eu ce sentiment dans la 924. Moi quand j'avais ma RX-7 à l'époque de 87, c'était pareil. La 944 c'était pareil, on cuisait. Ouais. Et là, tu sais, ça fait vraiment un bac au pied, on se croirait presque dans une Caterham, quoi. Mais ça, putain, c'est incroyable. Bon, après, moi, perso, je suis un peu grand pour être là-dedans. C'est vrai que les gens, dans les années 60, ils étaient plus petits, quand même. Allez, on va essayer sur des petites routes. Ça va commencer à être un peu plus intéressant et un peu moins flippant, parce que quand on roule à côté de camions, de semi-remorques sans ceinture, avec des freins approximatifs. Mais là, il faut se méfier quand même. T'as vu comme tu vis la route, tu sais? On a l'impression de bolider. On est à 50. Ouais. Non mais c'est ouf. Lui, même avec sa Twingo, il va plus vite. Non mais par contre, sans ceinture, c'est un concept. Ouais. J'aime pas trop. J'arrive même pas à faire un talon pointe tellement l'accélérateur est haut. C'est un talon genou qu'il faut faire. Ah ouais, c'est un talon tibia. Je trouve qu'au niveau du bruit, il y a un air de la... Il y a un air d'autoroute. Non, arrête de dire des conneries. Au niveau du bruit, il y a un air de la 924 d'Armand. Ouais, c'est vrai. Tu sais, un 4 cylindres, échappement. Sauf que là, on a le... Là, je sais pas si on entendra, mais là, on a le charme des carburateur. Ouais. T'as l'essence, ça me fait tousser. Là, faut se mettre freine debout ou pas sur les freins, tu sais. Et encore là, t'as pas appuyé. Hein. Ouais. Avec ton mollet fébrile. Grand sportif que tu es. T'as failli te faire un muscle. Putain, lui, avec sa 600 XTE là, putain, il était du seigneur. Mais la boîte guide bien une fois qu'on s'est habitué, parce que là, ce qui est un peu bizarre au début, ce qui est un peu déroutant, c'est que la première n'est pas à gauche, mais elle est vraiment en face. Oui. Parce qu'il y a que 4 vitesses. Une fois qu'on s'y fait, ça guide plutôt bien et c'est pas difficile à prendre en main. Le plus bizarre pour moi, c'est vraiment le positionnement des pédales, où là on est un peu désorienté avec cet accélérateur qui est hyper haut. Oh, ça a patiné, frérot. Ça a patiné là-dessus. J'ai pris 5000 tours.
Ah, vas-y, méfie-toi. Eh bien les amis, cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo. Ça nous aide pour le référencement et c'est ce qui nous permet de vous proposer justement des vidéos comme celle-ci aujourd'hui. Voilà, plus on sera nombreux sur la chaîne, plus il y aura de vues sur les vidéos, plus on pourra vous présenter des voitures aussi exclusives que celle-ci. Pensez également à vous abonner, à activer la cloche. On a passé il y a peu les 3000 abonnés. On espère voilà, faire encore grossir cette chaîne. Donc on compte sur vous. Les liens également des réseaux sociaux sont en description. Vous retrouverez également le site internet et les réseaux sociaux de Heritage Motors EV8 et Classique. N'hésitez pas également à aller faire un tour. Il y a plein de belles autos en vente. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.